Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Mon nom est Michel Tisdel, je suis conseiller en gestion des relations médias à la Ville de Lévis et c'est avec plaisir que j'animerai aujourd'hui cette conférence de presse. Donc aujourd'hui, le maire de Lévis, M. Gilles Lehoulier, va présenter la vision 2040 de la Ville de Lévis. Pour l'occasion, il est accompagné de M. Dominique Deslauriers, directeur général, et de Mme Nathalie Campeau, directrice générale adjointe du service administratif. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. le maire, M. Gilles Lehoulier. Eh bien, merci beaucoup d'abord de votre présence aujourd'hui ici. Alors aujourd'hui, on procède au lancement d'un élément qui est important pour nous à la Ville de Lévis, qui est bien sûr notre vision 2040. D'où on part avec la vision 2040, et je vais vous expliquer après le processus qu'on va suivre. Dans le processus, il y aura demain soir une soirée d'information à laquelle est conviée la population pour dire, bien, voici les résultats de ce qu'on a fait ensemble comme réflexion. Et en plus de ça, demain, tout le conseil municipal a été invité, bien sûr, à y participer. Et aujourd'hui, on lance la vision comme telle elle sera confirmée avec cette rencontre d'information qu'on aura demain. Aujourd'hui, je suis accompagné, bien sûr, de notre nouveau directeur général, M. Dominique Deslauriers, alors quand c'est donc à sa première journée de fonction, officiellement comme directeur général, pour 10 ans, bien sûr, tel que vous l'avez sûrement vu dans les médias. Alors donc, et on en est très fiers. Et nous avons également la présence de notre directrice générale adjointe, Mme Nathalie Campeau, qui fait un travail exceptionnel de ce côté-là. Alors, donc, en gros, moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis très fier d'annoncer cette vision, c'est que j'explique dans quel contexte elle s'inscrit. Donc, dans les années 2015, on a remis à jour notre schéma d'aménagement qui présente déjà une vision dans l'aménagement du territoire. Et ça a été quand même quelque chose d'intéressant parce qu'on a vraiment procédé à une remise à jour de notre schéma qui donne les grandes orientations de développement du territoire. On a repositionné entièrement notre stratégie de développement résidentiel, commercial et industriel avec les succès que vous connaissez 10 ans plus tard, n'est-ce pas? Alors donc, nous sommes maintenant numéro 1 pour la croissance économique au Québec, numéro 1 également pour la qualité de vie. Et lorsque M. Lafaux est arrivé à la Ville de Lévis comme directeur général, il a pris connaissance un petit peu de nos avancées et on a une des politiques culturelles les plus avant-gardistes. Notre politique de développement social et communautaire est présentée comme une politique modèle un peu à la grandeur du Québec. On a une politique également culturelle. Alors donc, on a une politique en environnement, un plan d'action aussi en environnement. Et là, ce qu'on voulait faire pour compléter le tout, c'était de dégager une vision. Que deviendra notre ville et quelles sont les grandes orientations qu'on voudrait mettre de l'avant en 2040. Et là, M. Lafaux m'avait déposé un plan d'action où on se disait, on va se donner une vision 2040 et on va essayer de faire en sorte d'aller chercher le maximum d'informations auprès des citoyens, le maximum d'informations auprès de nos entreprises et de nos organisations, du milieu scolaire et finalement de nos employés. Alors donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le résultat du travail de 4400 citoyens qui ont participé directement aux diverses consultations pour exprimer leurs besoins, leurs priorités, leurs attentes envers le développement du territoire. 150 organisations, des partenaires, des organismes, des entreprises qui ont partagé leur expertise, environ 400 étudiants et élèves également. Sondage, groupe de discussion auprès des élèves et des étudiants. Et finalement, les employés ont répondu à un sondage et ont participé à divers ateliers de travail pour discuter des forces, des défis, des opportunités. Et il y a eu également une journée des élus. Donc, le résultat de cette vision-là n'est pas le résultat d'une vision politique d'élus. Je veux quand même vous le dire, puis c'est extrêmement important, c'est le résultat d'une vision commune.
qu'on a dégagés à partir des éléments qu'ont amené les élus, ce qui a été fort intéressant, à partir des éléments qu'ont amené le personnel de la Ville, à partir des 4 400 citoyens qui ont été consultés et des 150 entreprises et organisations. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on veut maintenant, c'est de continuer à assurer le bien-être de nos citoyens et de leur qualité de vie. Et on voulait avoir une définition claire de notre vision pour 2040. Alors, ça nous permet de se repositionner. On a connu un développement assez fulgurant dans les 10 dernières années. Je dirais même très fulgurant, si on prend juste dans le domaine résidentiel. On avait prévu dans les 10 dernières années 8 000 unités d'habitation. On est rendu à 16 000. Alors, ça vous donne une idée de l'ampleur de notre développement. Même chose au niveau industriel. On a développé des grands secteurs d'activité, l'intelligence artificielle, la construction navale, qui va avoir des retombées énormes chez nous. Et on est maintenant dans le créneau des emplois à valeur ajoutée, si bien que le salaire moyen médian des gens de la ville de Lévis est 25 plus élevé que les grandes villes au Québec. Ça vous donne une idée, donc, de tout ce qui s'est passé au cours des dernières années. Et là, on voulait donc faire cet exercice pour déterminer un peu notre direction, nos priorités comme organisation et nos objectifs à atteindre pour bâtir le Lévis de demain. Donc, quand je dis nos objectifs comme organisation, voyons-le au sens large d'une entreprise, qui se positionne et qui essaie d'être inclusive avec le personnel, les organismes, les citoyens, les membres de notre direction. D'ailleurs, je voudrais remercier la présence de nombreux directeurs ici de la ville qui sont présents avec nous aujourd'hui. Et c'est une démarche qui a commencé en juin 2023. Et c'est le fruit de participation de citoyens, de gens d'affaires, comme je le disais. Et notre vision pour 2040, si je la dégage en une phrase, c'est qu'on aspire, ça, c'est la synthèse de tout ce qu'on a ramassé. On aspire à être un modèle de qualité de vie pour nos citoyens et de progrès économique pour la région dans laquelle se conjugue la préservation de l'environnement. Grosso modo, les gens veulent qu'on maintienne le cap pour le développement, ils veulent qu'on le fasse en équilibre et en harmonie, et ils veulent surtout maintenir le modèle de qualité de vie qu'on a développé ici à Lévis. Alors donc, c'est une ville qui doit se développer de façon responsable, avec une économie diversifiée et innovante, sans compromis sur la qualité de vie de nos citoyens et la préservation de l'environnement. Les gens, de façon générale, adhèrent à la volonté de la ville d'aller davantage vers des emplois à valeur ajoutée. C'est ce qu'on fait dans les grands créneaux de développement qu'on met de l'avant. Et c'est la raison pour laquelle on a dégagé, donc, 5 grandes orientations qui sont des vecteurs d'action pour concrétiser la vision de la ville. C'est sûr qu'une vision, en passant, c'est plus général, par rapport aux orientations qu'on se donne. Alors, donc, on va vous présenter, Dominique, va vous présenter maintenant, un petit peu, les détails, avec Nathalie, bien sûr, de cette nouvelle vision. Mais au fond, on va aller vers un développement territorial intégré. Qui dit développement territorial intégré, je donne des exemples. Alors, donc, on va viser, comme dans la politique de l'environnement, à avoir 30 de notre territoire en zone de conservation. On veut créer un corridor écologique. Ça va être dans les détails qu'on va voir un peu plus tard. Mobilité urbaine durable, environnement préservé, prospérité économique, tissu social inclusif. La ville de Lévis, par tradition, quand je parle de tissu social inclusif, là, regardons l'état de la situation. 250 organismes bénévoles à la ville de Lévis, 12 000 bénévoles. C'est une ville qui a une culture de bénévolat, non seulement au sein des organismes communautaires du milieu, les organismes sportifs, les organismes culturels, mais au sein également de nos entrepreneurs, de nos gens d'affaires. Il y a une fibre entrepreneuriale à Lévis qui est très forte, hein, je vous le dis, on est quand même rendu à un peu plus de 5 000 entreprises à Lévis, 80 000 emplois, et il y a une particularité de ces entreprises-là. Par exemple, si vous participez aux Pléiades bientôt, qui vont avoir lieu à Lévis, organisées par la Chambre de commerce, vous allez voir, c'est déjà
comme on dit, foule au bouchon. Il y a déjà 750 gens d'affaires qui y participent. Et il y a une grande générosité de la part des gens de Lévis, une grande solidarité. Donc, pourquoi cette valeur-là est revenue, le tissu social inclusif? Parce que les gens de Lévis souhaitent qu'on conserve cet élément de particularité. Et c'est la raison pour laquelle, je le disais, on a une politique de développement social et communautaire qui est une des plus originales au Québec, avec un comité consultatif en développement social et communautaire qui réunit une quinzaine d'organismes communautaires qui représentent l'ensemble du milieu communautaire de Lévis et pour lesquels on a des budgets délégués vers eux, et c'est eux qui prennent les décisions. Donc, le résultat des orientations qu'on vous présente est vraiment le fruit d'un travail, disons, collectif de la collectivité lévisienne et de chacune de ses composantes. Alors, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la synthèse de ces éléments-là, et j'en suis très fier. Alors, merci à la direction générale, merci aux équipes qui ont élaboré cette vision 2040. On envoie un petit clin d'œil à M. Lafaux, Stéphane, parce que c'est vraiment lui qui, en observant nos politiques, avait dit « ça sera le fun quand même de trouver, d'ajouter à ça les dénominateurs communs qui nous unissent à la ville. Et tout le monde a embarqué avec enthousiasme dans cette nouvelle vision 2040, qu'a complété d'ailleurs les gens, les membres de la direction générale, alors, et dont je suis très fier. Alors voilà, je mets la table et on sera disponible pour répondre aux questions. Ça va? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je céderai maintenant la parole à Monsieur Dominique Deslauriers. Oui, merci, Monsieur le maire. Vous avez fait une belle introduction qui explique un peu d'où on part et où on s'en va pour cette vision 2040, qui est constituée de 5 orientations, 5 grandes orientations, qui chacune d'entre elles se décline en, grosso modo, trois piliers, 3 objectifs. La première orientation, assurer un développement intelligent du territoire en favorisant la consolidation des milieux urbains. On fait beaucoup référence ici au développement du territoire, à l'aménagement du territoire. Ça se décline de 3 façons. La première, une densification réfléchie et harmonieuse. On a déjà un élan de densification sur notre territoire, alors on veut s'assurer que ça se fait en harmonie, que ça se fait en respect des autres considérations pour les citoyens et les entreprises. Objectif 2, qui se résume en un logement pour tous et de qualité. Donc, on le sait, on n'est pas différent du reste du Québec. Il y a des enjeux de logement sur notre territoire. Alors, on veut l'adresser, cet enjeu-là. On veut le décliner par plusieurs actions qui vont faire en sorte qu'on aura, à terme, en 2040, des logements, évidemment, avant ça. Mais d'ici là, on souhaite avoir réglé cet enjeu-là de logement et de qualité pour tous. Donc, peu importe sa situation, peu importe son besoin, sa situation de vie, socio-économique, où on est rendu dans quelle étape de vie, donc un logement de qualité pour tous. On veut créer également une vie urbaine dans les pôles. Lévis a un territoire différent de certaines grandes villes. On a 2 grands pôles, alors nos centres-villes sont là. On veut avoir des milieux de vie complets, des endroits où on peut y vivre, y demeurer, y travailler aussi, consommer, donc avoir du loisir, donc des milieux de vie comme un noyau urbain, un centre-ville, comme on peut le considérer. Donc, deuxième orientation, connecter le territoire et les citoyens par des modes de déplacement efficaces, sécuritaires et intégrés. 3 objectifs différents pour le faire. Donc, contribuer au déploiement d'un réseau de mobilité supra-régional incluant un nouveau lien autoroutier interrive. Donc, des enjeux de mobilité sont quand même importants. On n'est pas une île au milieu de l'océan. On a une capitale en face de chez nous. Ça prend des liens avec cette capitale-là. Ça prend des liens aussi avec les villes voisines. Mais aussi, on a des enjeux qui sont au cœur de notre propre territoire qu'il faut adresser. Donc, c'est ce qu'on veut faire par le biais de cet objectif-là. Objectif 2, amélioration de l'offre de services en transport en commun, évidemment. On ne peut pas penser l'avenir sans penser au transport en commun puis à l'amélioration du transport en commun. On est déjà en action là-dedans, mais assurément qu'on veut accélérer cette amélioration-là par différents moyens. Et 3e, privilégier des modes de déplacement actifs dans les milieux urbains. L'auto-solo, ça a ses limites. On a maintenant plusieurs modes de transport possibles qui sont urbains.
Donc, on veut assurément tous les considérer, que ce soit des transports actifs, que ce soit des nouveaux moyens de transport également électriques. Donc, on a une panoplie, une variété de modes de transport possibles. Donc, on veut axer sur ces modes alternatifs et ces modes actifs. La troisième orientation, accélérer la transition écologique par l'aménagement durable du territoire et l'évolution des comportements. Alors ici, on fait beaucoup référence à l'environnement, évidemment. 3 objectifs: protéger les milieux naturels du territoire et les espaces verts en milieu urbain. Quelque chose qui est très demandé par nos citoyens. Ça fait partie de leurs préoccupations, ça fait partie de leurs intérêts, de leurs souhaits de voir différents milieux au cœur de la ville où ils peuvent utiliser ces secteurs, ces endroits-là, mais aussi simplement les laisser en protection. Et c'est ce qu'on compte faire, et d'être audacieux là-dessus. Deuxième orientation, donc deuxième objectif, renforcer la résilience du territoire par des aménagements durables. L'adaptation au changement climatique, c'est quelque chose de réel aujourd'hui. Donc, il faut s'adapter, il faut modifier nos façons d'aménager notre ville, il faut adapter nos infrastructures, il faut adapter nos pratiques pour une plus grande résilience sur notre territoire. Et troisième objectif, être un catalyseur des changements de comportement. La ville peut bien entreprendre plein de projets, changer ses pratiques, mais les pratiques citoyennes aussi sont d'autant plus importantes qu'on n'y arrivera pas seul. Donc, c'est ce qu'on veut faire aussi, être un catalyseur de ces changements de pratiques-là et de comportement. Et les citoyens sont prêts, le demandent également. Donc, de se faire accompagner là-dedans. Quatrième orientation, vers une prospérité, soutenir un développement économique catalyseur de progrès contribuant à l'accroissement de la richesse collective. Évidemment, le volet économique ici, donc on touche un peu tous les volets du développement durable. Ici, le volet économique. On veut affirmer le leadership industriel du territoire, notamment dans les secteurs de l'industrie navale et de la haute technologie. On voit ce potentiel de développement sur notre territoire qui est immense. On a des grands contributeurs qui ont initié des créneaux de développement industriel dans la haute technologie et dans le secteur naval. Alors, assurément qu'on va en profiter pleinement et multiplier les impacts de cette grappe économique-là, ces grappes économiques-là sur notre territoire. Deuxième objectif, développer une offre commerciale diversifiée et de proximité dans les milieux de vie urbains. L'offre commerciale diversifiée, c'est vraiment un objectif important. On a beaucoup de fuites commerciales. On a la capitale en face de chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas offrir à nos citoyens des services différents, des services complémentaires et des services de proximité pour qu'on puisse vivre sur notre territoire et consommer sur notre territoire. Donc, c'est l'objectif. Troisième objectif, devenir une destination touristique qui attire par son fleuve, ses paysages, son dynamisme, dont l'offre touristique d'affaires. Donc, évidemment, on a plein de caractéristiques naturelles, des paysages exceptionnels, un territoire fantastique, il faut le mettre en valeur. Et on a, en plus de ça, des équipements, un équipement majeur, un centre des congrès qui peut aussi constituer un point central pour le développement du tourisme d'affaires. On a des grandes entreprises sur notre territoire qui peuvent aussi être des clients et des multiplicateurs de ce potentiel touristique. Finalement, l'orientation 5, offrir un milieu inclusif qui favorise l'expression culturelle et le bien-être physique et social de tous les citoyens. On parle ici qui se décline de 3 façons. Donc, soutenir le tissu communautaire et l'action sociale, on n'en parlera jamais assez. On a des milliers de bénévoles sur notre territoire qui œuvrent au sein de plusieurs centaines d'organismes, objectifs qui donnent beaucoup de services à la population, que la Ville ne donne pas elle-même. Alors, il faut accompagner le milieu social et s'assurer qu'il soit en santé pour avoir une communauté en santé. Encourager un mode de vie actif et une offre à des infrastructures sportives et loisirs de qualité. C'est indispensable. Il faut que nos familles, il faut que nos citoyens puissent bouger, puissent s'accomplir, puissent demeurer en forme, avoir un mode de vie actif. Alors, on a des infrastructures, on va les consolider et on va ajouter des infrastructures qui seront nécessaires pour pouvoir le faire. Affirmer l'offre culturelle de Lévis en mettant l'accent sur la proximité et l'accessibilité. On a également un bon compétiteur sur l'offre culturelle en face de chez nous.
L'objectif, c'est d'être complémentaire, c'est de demeurer compétitif pour cette offre culturelle-là. Et c'est possible, il y a déjà des belles activités, il y a déjà une belle offre culturelle, on veut la consolider, on veut la multiplier sur notre territoire. Alors voilà, ça décline pas mal les 5 grandes orientations que constitue la vision 2040. Merci beaucoup, M. Deslauriers. Je céderai maintenant la parole à Mme Campeau. Merci. Alors, écoutez, en terminant, nous sommes très fiers de vous présenter les résultats aujourd'hui de cette démarche qu'on avait entreprise en septembre 2023. On est fiers aussi d'avoir consulté les citoyens et les citoyennes de Lévis, mais aussi nos partenaires d'affaires, les organismes communautaires. On a tenu également des groupes de discussion, des entrevues avec des étudiants. Je pense que c'est très important, même des étudiants du secondaire. Et puis, je voudrais souligner là, la belle participation, contribution des directeurs et des directrices de la Ville de Lévis. Merci beaucoup pour votre implication. Puis, on compte sur vous là, pour la suite des choses. Parce que maintenant qu'on établit la vision 2040, bien, qu'est-ce qui va arriver au terme de cette démarche-là? Eh bien, on va préparer des plans d'action, donc ce qu'on appelle communément une planification stratégique, des actions concrètes à partir desquelles on va travailler pour décliner ça en 3 phases, dans le fond, en 2025-30, une autre pour 2030-2035 et une troisième 2035-2040. On cherche le concret. Donc là, M. le maire l'a dit tout à l'heure, une vision, c'est quand même assez général, mais au moins, on a établi de quelle façon on veut développer le territoire là, de la ville pour les années à venir. Et donc, on va tous ensemble là, chercher à structurer là, nos actions pour pouvoir aller de l'avant au terme de ces 15 prochaines années-là. Alors voilà, merci. Merci beaucoup, Mme Campeau. Passons maintenant à la période de questions sur le sujet du jour. Donc, je vais privilégier les journalistes qui sont dans la salle en premier. Oui, allez, je vous invite à aller au micro. Oui, il y a un micro juste ici, Mme Tremblay. Donc, je vous invite à vous nommer et à nommer le nom de votre média, s'il vous plaît. Bonjour, Simon Carmichael, Journal Le Soleil. Monsieur Léolier, lorsque vous avez lancé la vision 2040, Repensons Lévis avait dit qu'il s'agissait plus, selon eux, d'une validation citoyenne que d'une consultation citoyenne. Quelle orientation, précisément, vous aviez personnellement qui a été changée au cours du processus de Lévis 2040? J'ai de la misère à comprendre votre question. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous pensiez au début? Bien, il n'y a rien changé. On a établi une vision 2040. 4400 citoyens y ont participé. Et c'est un exercice qui a été fait par l'ensemble de la direction générale. Alors, c'est pas un sondage bidon qu'on a fait, là. C'est ça que vous êtes en train de dire? Non, ma question, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans la vision au début de la démarche qu'il y a différent à la fin de la démarche? Bien, c'est la même démarche que vous dans voyez. Ça, c'est le résultat de la démarche que vous avez devant vous, là. Moi, je l'ai eu en même temps que tout le monde, cette vision-là, et j'ai dit, waouh, c'est super, c'est ça, c'est parfait. J'ai participé à la réunion de réflexion avec les élus dans une journée. En termes clairs, là, on va répondre franchement à la question, là. C'est pas l'exercice d'un parti politique, là. On s'entend-tu là-dessus, là? C'est ce qui a été dit hier. On nous a dit, ça, c'est effrayant comme accusation, ça n'a pas de sens. Alors, une fois que j'ai fermé la parenthèse sur l'Assemblée d'hier, alors je tiens à vous dire que c'est vraiment une approche inclusive, là. Tout le monde participe à ça, et c'est normal qu'une ville déploie une vision pour le futur. Alors, je ne vois pas où vous voulez en venir, puis je ne comprends pas votre intervention, j'ai de la misère. Ma question, c'est de dire, quand vous avez fait cette vision, ouais. Les conclusions de la vision, en quoi elles sont différentes du point de départ? On n'a pas donné de conclusion au départ. C'est ce que regardez bien, là. On va se parler en termes clairs. Les 5 orientations que vous voyez là n'ont pas été élaborées avant qu'on consulte les gens, là. C'est le résultat des consultations qu'on a faites auprès des personnes dont je vous ai nommé, les 4400 citoyens, les 450 employés, les 150 entreprises, les étudiants, les membres du conseil aussi. J'ai participé. Moi, la seule affaire à laquelle j'ai participé aux consultations, c'est à la journée avec les élus. Donc, tout le monde a participé. L'idée, c'est de dire comment, comme ville avec un grand V, on peut dégager ensemble une vision pour 2040.
Mais il n'y avait pas rien de préparé d'avance là, pour dire on s'en Non, est mais là. avant le début de cette vision-là, avant le début de cette démarche-là, la Ville devait avoir une vision. Là. Peut-être que la question s'adresse plus du côté fonctionnaire dans ce cas-là. Là. Ouais, ben, Comment est-ce que les orientations de la Ville sont différentes maintenant qu'on a fait ce travail-là versus avant qu'on le fasse? Bien, en fait, les orientations qu'on avait sont des orientations en matière de développement qu'on avait dans le schéma d'aménagement. OK? Une croissance fulgurante a fait en sorte, et des enjeux qui sont apparus avec cette croissance-là, ont fait en sorte qu'on était rendu à se reposer des questions, à savoir, est-ce qu'on est encore au même endroit aujourd'hui, 5, 6, 7 ans plus tard? Je vous donne un exemple. À mon arrivée en 2013, début 2014, on parlait des bâtiments qu'on devait construire, quelle hauteur on devait autoriser, puis on se trouvait audacieux à prévoir des 4-5 étages. On disait, hey, on va-tu se rendre jusque-là? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui vont construire des 4-5 étages sur notre territoire? Aujourd'hui, des 15 étages, c'est monnaie courante. Donc, c'est sûr qu'il y a un repositionnement qu'on devait faire. Et je vais prendre une partie de la réponse aussi. Le processus qu'on a fait ici, c'est une vision par la communauté, pour la communauté, avec l'appareil administratif aussi. Il n'y a pas eu de directive, il n'y a pas eu d'orientation de départ, sinon, allez consulter la population, je vais avoir l'avis de nos experts, je vais avoir l'avis des jeunes, je vais avoir l'avis des entreprises. C'est ça qu'on voulait. On a tout mis sur la table, puis on a dit, on monte un beau casse-tête dont on n'avait pas l'image au début. On s'attendait évidemment à devoir parler d'environnement, à parler d'urbanisme, à parler de la densification. On connaît nos enjeux sur le territoire aussi. Mais à aucun moment, on nous a dicté la voie à suivre. On a Raymond Chabot de Grant Thornton qui nous a accompagnés dans l'ensemble du processus, qui eux-mêmes ont quand même une droiture importante. Donc, c'est un processus, puis on est en période, actuellement, la démarche qu'on fait aujourd'hui, c'est une des étapes qu'on accomplit. On mobilise tout l'appareil administratif pour réaliser ça, puis ça les rejoint dans leurs préoccupations. Tout comme les citoyens, je suis convaincu, ça les rejoindra demain. Mais juste que ce soit clair, j'insinue pas qu'il y a eu de la vision politique qui a été impliquée là-dedans. Ce que je cherche à faire pour l'article que je vais écrire plus tard, c'est de savoir concrètement comment est-ce que le processus de Vision 2040, de parler à 4400 citoyens, à 150 organismes, à des partenaires, etc., comment est-ce que ça a changé la vision de Lévis? Parce que faire l'équilibre entre le développement et la qualité de vie, on entendait ça avant. Améliorer la mobilité, on entendait ça avant. Préserver l'environnement, on entendait ça avant. Je cherche à voir qu'est-ce qui a changé au terme de ce processus-là. Bien, c'est-à-dire que ce qui a changé, c'est que quand vous voyez dans les orientations, dans chaque orientation, il y a 3 priorités. Alors, prenons l'exemple du développement, là. Alors, donc, les gens veulent vraiment qu'on protège les milieux naturels du territoire et les espaces verts en milieu urbain. Je donne cet exemple-là. Alors, supposons qu'on n'aurait pas vu apparaître ça. Bien là, on se serait dit, OK, comment on agit face au milieu? Mais là, c'est une volonté réelle de protéger les milieux naturels. Alors, et c'est la raison pour laquelle on a 3 priorités par orientation. Moi, je trouve ça super intéressant parce que vraiment, ça nous démontre que là, il faut les protéger, les milieux naturels. Il faut faire des aménagements durables dans le temps. On est en train de faire notre plan directeur des parcs et espaces verts. Il va falloir que ce soit des aménagements durables dans le temps. Et je vous donne deux autres exemples. Dans le développement économique, les gens nous disent qu'il faut assumer notre leadership industriel. Donc, l'industrie, c'est important à Lévis. Construction navale et haute technologie. Les gens nous ont dit, ça, là, c'est des créneaux d'excellence sur lesquels la Ville devrait tabler. Alors, ça fait partie des priorités. Et à partir de ce moment-là, bien, ça nous donne une bonne idée de ce que veulent nos concitoyens, nos concitoyennes. Je ne dis pas que c'est... on n'a pas le fine-tuning là-dedans, mais on a quand même une bonne idée de vers où on doit aller. Et après ça, l'organisation partage aussi ces objectifs-là et ces orientations. Alors donc, c'est la raison pour laquelle on va avec ça. Alors, on dit, par exemple, soutenir le tissu communautaire et l'action sociale. Ça veut dire que là, il y a une volonté des gens de dire, nous, là, on a une bonne tradition dans le communautaire, puis on veut que ça se poursuive. Donc, c'est pas le temps, là, de me clair, là. Ça ne sera pas le temps demain d'arriver dans un cadre budgétaire, commencer à mettre la hache dans le communautaire. C'est ça que je veux dire. Alors, ces orientations-là nous aident à voir un peu comment faire nos choix budgétaires aussi, comment faire nos choix de projets qu'on va mettre dans le PQI. C'est ça, c'est plus ça l'affaire.
Mais là, je comprends mieux votre question de tantôt. Je m'en excuse. C'est peut-être moi là, qui était dans le champ. Mais dites-vous une chose. C'est vraiment, nous, ce qu'on a vraiment voulu, c'est de faire une vision qui a été faite par le milieu, par la base, par les gens, qui a monté vers le haut. Et c'est la raison pour laquelle le conseil municipal est l'instance finale qui a reçu les 5 orientations et les priorités. Alors moi, je ne les ai pas vus avant personne. On les a toutes reçues ensemble et on s'est dit, parce que c'est la firme Raymond Chabot qui a fait un peu la synthèse de tout ça, puis eux autres, c'est des experts dans les consultations, etc. Alors donc, et là, à partir de ce moment-là, ben eux ont identifié, ils ont dit, bon, ben nous, à partir de tout ce qu'on a fait comme travail, voici ce qui ressort, voici quelle est votre vision des choses. C'est sûr que ça ne nous empêche pas sectoriellement d'avoir des visions. Tu sais, nous autres, dans le fond, on avait une stratégie marketing qui est encore la même. Suivez le courant Lévis, parce que Lévis est devenu un point carrefour important dans le développement économique. Et c'est ce qui nous a permis d'amener ce thème-là, marketing, suivez le courant Lévis. Mais, et là, on a comme toutes ces politiques-là qui sont intéressantes, mais là, on vient les chapeauter par cette vision-là qui vient confirmer 5 orientations, puis 3 priorités par orientation, dans le fond. Mais après ça, c'est sûr qu'il va y avoir des plans d'action qui vont découler de ça. Et c'est sûr que maintenant, quand on va réaliser le programme quinquennal d'immobilisation, les gens vont en tenir compte. Par exemple, devenir une destination touristique qui attire par son fleuve, ses paysages, son dynamisme. Ça veut dire que les gens disent le développement de parcs linéaires le long des grands cours d'eau. On sait qu'on s'apprête à faire celui de la Chaudière. Le premier volet étant la rénovation de tout le site du parc des Chutes de la Chaudière. Mais l'idée, c'est de faire un peu comme le parc de la Rivière-et-Chemin, partir du fleuve, développer un parc linéaire qui va longer la rivière Chaudière. Et les gens viennent nous dire que oui, ça, il faut continuer nos actions. Donc, à ce niveau-là. C'est que ça donne une bonne idée, ça, vers quoi les gens veulent tendre. Mais ça ne veut pas dire, par contre, là, vous avez raison, on n'a pas le plan d'action. Mais ce n'est pas un truc qui a été dirigé d'avance, où là, on a dit aux gens, voici des orientations, qu'en pensez-vous, là? Tu sais, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça a été fait, là. On est parti vraiment des idées que les gens, que les 4400 citoyens, ont voulu. Ils ont même partagé leur niveau de satisfaction, leurs priorités, leurs suggestions. Tu sais, puis il y a des affaires, des commentaires qu'on a reçus qui parfois peuvent être très négatifs, dépendamment. C'est normal, hein? Que voulez-vous? On est dans une société où les gens ont le droit de s'exprimer, mais on les voulait aussi. On voulait que les gens expriment ça. Tu sais, je vous donne un exemple. Dans le transport collectif, bien, les gens nous ont dit, poursuivez, là, il ne faut pas lâcher. Alors, je donne ça comme exemple. Tu sais, j'essaie, je ne sais pas si c'est correct, là, de façon dont je vous l'explique, mais c'est vraiment l'objectif de la démarche. J'aurais peut-être un dernier exemple. On parle beaucoup de l'économie à Lévis. Hein? On est une locomotive économique à Lévis. Ce que les gens nous ont dit, ben oui, c'est parfait. On veut continuer notre croissance, mais pourriez-vous juste un petit peu plus la doser avec la protection de l'environnement? Pourriez-vous juste avoir un équilibre peut-être un petit peu différent, continuer à travailler là-dessus, mais on veut peut-être agir un peu plus sur l'environnement? Bien, en fait, je vous dirais... Oui, mais il est omniprésent parce que dans les mesures de protection, quand on parle de transition écologique, de protection des milieux naturels, lorsqu'on va en venir à protéger 30% du territoire, il y a des secteurs qui sont destinés au développement qui ne pourront pas l'être. C'est mathématique. Si on en vient à 30%, il y a des sacrifices à faire qui vont l'être pour le bien-être de la population par le biais de la protection des milieux naturels. Donc ça, c'est des choix que la Ville va faire, qui autrement, si les citoyens n'avaient pas insisté là-dessus, peut-être qu'on ne serait pas là. Peut-être qu'on ferait d'autres choix, de dire, OK, on continue notre croissance. Les gens disent, c'est le développement des emplois qu'on veut, des emplois à valeur ajoutée, puis c'est là-dessus qu'on veut toutes mettre nos billes. Bien, on les aurait écoutés, puis on aurait des orientations différentes aujourd'hui. C'est ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans le développement du territoire, par exemple, les gens nous demandent des aménagements urbains durables. Donc, ils nous demandent de garder l'équilibre aussi, de s'assurer. Mais c'est sûr que quand les citoyens nous parlent,
Ils peuvent donner plusieurs exemples dont vous parlez. Mais nous, la job, c'est quand on fait la vision, il faut que les gens synthétisent ça pour dire, ben voici les priorités que les gens souhaitent qu'on mette de l'avant. Mais c'est sûr qu'à travers ça, il y a tous les détails donc, qui sont amenés aussi par les citoyens. Alors donc, les gens souhaitent qu'on priorise aussi l'amélioration de l'offre de services en transport en commun. Ils nous l'ont dit, là. Alors ça nous incite à continuer dans nos voies réservées. D'ailleurs, dans les 10 travaux, on a déjà ajouté une demande au gouvernement pour des voies réservées qui se poursuivraient jusqu'à Charles-Rodrigue, et on va peut-être en ajouter d'autres aussi. On va voir ce que la Caisse de dépôt va pondre comme document. Si on a des choses intéressantes dans le transport collectif, on sait maintenant qu'il faut y aller, là. Les gens le veulent. Alors, c'est des exemples que j'essaie de donner, là, puis, voilà. Bonjour à vous Bonjour. trois. J'ai oublié mes questions. Je vais aller me rasseoir. Non, je ne les ai pas oubliées. La prochaine est pour vous, M. Lehouillier. Est-ce que vous serez présent au prochain mandat pour porter cette vision-là? Je vais vous dire, les villes et les municipalités travaillent beaucoup plus qu'on peut le penser dans la continuité. Moi, ça fait maintenant, j'ai commencé en 1986 comme conseiller municipal, imaginez-vous, et souvent, les villes ont une certaine continuité dans leurs grandes orientations, et une vision 2040 comme celle qu'on fait, elle peut aussi être mise à jour en fonction, évidemment, d'une vision qui pourrait changer, qui pourrait être différente. Mais pour le moment, quand on fait la synthèse de ce que les gens souhaitent avoir, c'est ça la vision. Mais une vision se doit... Moi, je pense qu'une vision, elle a peut-être une durée de vie de 5, 6, 7, 8 ans. Là. Après, il faut remettre à jour. Comme nous, actuellement, on est en train de remettre à jour toute notre stratégie de développement résidentiel. Ça, c'est pas mal fait. Je l'ai annoncé à la Chambre de commerce, vous l'avez vu sûrement, où j'ai dit à la Chambre de commerce, bien, écoutez, si on veut poursuivre le développement, puis surtout la densification, il va falloir que les promoteurs payent plus. Je suis allé dire à la Chambre de commerce. Fait qu'on est en train de le regarder dans le cadre financier. Mais alors, c'est des exemples que je vous donne. Mais est-ce qu'une vision, c'est évolutif? Certainement. Mais vous, est-ce que vous serez là au prochain mandat? Ah, la question est bien posée. Alors, moi, je devrais donner ma réponse vers le mois de janvier. OK. Deuxième question, par rapport à la mobilité, à l'interconnectivité, est-ce qu'on peut dire que c'est au cœur de la vision? Ah, définitivement, la mobilité, on en a toujours. C'est pour ça que c'est une orientation complète. Donc, ce qui intéresse les gens, c'est le supra-régional, les grands axes à la ville de Lévis, au niveau du transport en commun, mais aussi l'amélioration de la fluidité de la circulation. Donc, c'est des axes qui sont majeurs. Autrement dit, réseau de transport structurant, lien autoroutier entre les deux rives, ça revient très souvent, mais ça, c'est normal. Vous avez vu les sondages légers qu'on avait fait. Le dernier nous remonte à juin 2022, auprès de 1600 répondants. Et on sait qu'on est à peu près à pas loin de 80% de la population qui veulent ce lien-là. On va voir ce que la Caisse de dépôt va en sortir. Est-ce que ces orientations-là pourraient évoluer dans le temps? Oui, par contre. Parce qu'on va voir qu'est-ce qui va arriver, comment les citoyens vont interpréter tout ça. Mais pour le moment, le portrait de la vision, il est pas mal réaliste, mais je sais que ce que vous dites, c'est que si jamais d'autres personnes viennent à prendre le relais en politique, comme fatalement ça arrive toujours, oui, il peut y avoir des réajustements de vision. Mais dites-vous une chose, c'est qu'il y a toujours une base de continuité qui reste présente dans les villes et les municipalités, parce que vous ne pouvez pas du jour au lendemain bousculer des stratégies de développement qui sont mises de l'avant pour plusieurs années. C'est juste ça que je veux dire. Et nous, actuellement, on s'est doté d'une nouvelle direction générale qui est maintenant très solide et donc qui est en mesure aussi de déployer ces stratégies-là sur notre territoire. Juste une petite parenthèse pour revenir à la mobilité. Je n'ai pas vu dans le document comme tel citer nommément le troisième lien, là, mais est-ce que ça fait partie de l'orientation sur la mobilité? Là? En fait, la mobilité, l'orientation qui fait consensus à Lévis et pour laquelle on a entendu beaucoup de commentaires, elle regroupe 3 éléments essentiels. C'est réseau de transport en commun structurant, si les gens y tiennent, le lien autoroutier, et donc, l'interconnexion entre les deux rives au niveau du transport collectif. Ça, les gens y tiennent énormément. Ça, Okay. Donc,
c'est important. C'est les 3 ingrédients qui apparaissent. En fait, ça a fait consensus. Le gouvernement avait d'ailleurs pris au bon ce consensus-là en disant, souvenez-vous, en 2020-2021, c'est ce qu'on va faire. Mais là, maintenant, malheureusement, depuis 2018, le seul élément qui a véritablement été réalisé pour nous à Lévis, c'est les voies réservées qu'on est en train de faire. Pour le reste, l'interconnexion entre les 2 rives, c'est à venir, hein, vous l'avez vu. Nous, on était supposé avoir 7 quais d'embarquement et de débarquement, donc au niveau du tramway. On est toujours en faveur du tramway. On voit que les gens, ils sont aussi en faveur de ce réseau de transport structurant supra-régional. Donc, tous ces ingrédients-là font en sorte qu'il y a un consensus autour de ça. Maintenant, est-ce que cette vision-là pourrait évoluer? Oui, certainement, parce qu'on sait, par exemple, quelle va être la place dans quelques années du transport utilitaire. Moi, j'avais même sous-estimé un peu cet élément-là, mais avec l'avènement des vélos électriques, je peux vous dire que quand je parcours les pistes cyclables, moi, je n'en ai pas de vélo électrique encore, mais quand je parcours les pistes cyclables, je vois de nouveaux cyclistes que je n'avais jamais vus avant. Et ils sont tout fiers de me dire qu'ils font maintenant du vélo parce qu'ils ont un vélo. Ils peuvent avoir un vélo électrique ou, bon, ils choisissent le rythme d'entraînement qu'ils veulent. Puis c'est parfait comme ça. Mais voyez-vous, ça donne des nouveaux modes de déplacement dont on ignore encore jusqu'où ça va aller. Mais à mon avis, le vélo électrique comme mode de transport utilitaire va révolutionner beaucoup plus le transport qu'on pense. Et ça, c'est important pour nous parce que ça nous permet de dire, oui, sur une piste cyclable multifonctionnelle utilitaire le long de Guillaume Couture, entièrement dédiée pour le transport utilitaire, hors rue, là, sécurisé, on va continuer là-dedans, même si les coûts sont assez élevés, parce qu'on a des bonnes orientations qui nous ont été données là-dessus. Alors, c'est ça qu'on essaye de faire. Est-ce que c'est parfait? Non. Ce pas des modèles qui sont il peut y avoir un peu des nuances, mais dans l'ensemble, je pense que c'est un bel exercice de synthèse. Merci. Merci, Mme Tremblay. Prochaine question. Tifa Bourgeoine de Radio-Canada. Ma question s'adresse à vous, Monsieur le maire. Est-ce qu'on peut dire qu'avec votre vision 2040, finalement, c'est une continuité des orientations de votre administration? Non, c'est un repositionnement de la vision qui ajoute un ingrédient, c'est la population. Qu'est-ce qu'elle voudrait, elle souhaiterait qu'on fasse dans le réalignement de nos stratégies. Alors, c'est sûr que ça va venir influencer notre stratégie de développement résidentiel. Je vous donne un exemple. Ça nous donne une bonne idée de comment on doit maintenant organiser cette densification-là. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va devoir organiser notre densification. C'est ce que je t'allais dire d'ailleurs à la Chambre de commerce, parce qu'on commençait déjà à voir poindre certaines orientations importantes, mais ce qu'on veut faire, et ce que je t'allais dire à la Chambre de commerce, bien, il faut qu'on adapte nos actions pour la densification. Et dans la densification, ça veut dire qu'il y a un coût à payer pour des aménagements, l'aménagement d'artères urbains plus convivial, plus vert aussi, plus intéressant, avec des pistes cyclables, etc. Alors, c'est sûr que ça, là, dans les consultations qu'on a faites, ça l'a été dit. On n'est pas contre, les gens ne sont pas contre la densification, au contraire. Il y a une ouverture à Lévis en passant pour le développement qu'on a senti qui est très forte. Les gens, un peu ce que M. Deslauriers vous disait tantôt, les gens disent, ouais, nous, le développement, on est en faveur, ça va bien, etc. On poursuit, la construction navale, sont très heureux de ça. Mais ils nous disent, mais essayez de combiner les deux, puis de tenir compte d'un volet environnemental, de qualité de vie qui va être important. Okay. Grosso modo. Est-ce qu'on a aussi une idée des coûts que ça va nécessiter, un investissement chiffré pour la mise en place de la vision 2040? Non, parce que cette vision-là va être mise dans le TEMI après du programme quinquennal d'immobilisation, où la vision va venir orienter ce que les directions peuvent proposer, par exemple, comme projet concret à mettre de l'avant dans le cadre du plan quinquennal d'immobilisation. C'est plus ça qui va arriver, c'est que les gens vont avoir présent à l'esprit la vision. Et là, cette vision-là, et là, ils doivent en tenir compte lorsqu'ils préparent leurs recommandations à la direction générale, par exemple la direction de l'environnement, la direction au niveau culturel, etc. Alors, où les gens nous disent, bien, la mise en valeur du fleuve et des affluents, il faut poursuivre. Les gens disent,
wow, ça a été superbe. Il faut poursuivre les quais Paquette, l'aménagement de la rivière de Chemin, etc. Alors, les gens nous demandent de poursuivre. Donc, à ce moment-là, ça va bien. Il y a peut-être d'autres orientations, là, on va le regarder, qui sont peut-être apparues moins importantes. Alors, à ce moment-là, on peut mettre un petit peu plus la pédale douce. Alors, donc, on regardera tout ça. Mais là, si vous parliez d'une priorité, la première chose que vous allez adresser dans cette vision 2040, c'est vraiment la densification, c'est ça, votre priorité? À mon avis, il va y avoir deux choses. Comment on organise la densification donc aujourd'hui, parce qu'on est face à... Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années seulement, on était encore avec du 3-4 étages maximum sur notre territoire. Maintenant, il y a une densification. Et cette densification-là, elle est due au fait aussi que, vous le savez, le gouvernement va refuser tout empiètement en territoire agricole, pas juste ici à Lévis, mais ailleurs. Donc, à mon avis, dans les orientations que je vois ici, qui sont mis de l'avant, il y en a deux qui vont être, à mon avis, extrêmement importantes. Je dirais la densification, ça va être important, et donc les déplacements à l'intérieur de notre ville et au niveau supra-régional. Donc, fluidité de la circulation, déplacement. Fluidité de la circulation, déplacement, et donc, ça, pour moi, ça va apparaître comme les éléments les plus importants. Et comment, au niveau de la densification, on va devoir donc revoir donc la manière dont on aménage nos grands artères urbains. Et il va falloir qu'on prévoie. Là, je vous donne un exemple de Guillaume Couture, le boulevard Guillaume Couture. On ne peut pas laisser un boulevard qui avait une vocation plus commerciale, où il fallait s'y rendre en automobile. Maintenant, il faut partager ce boulevard-là avec divers usages et une densification. Donc, ça amène vraiment une façon différente de voir les choses. Donc, les gens disent, on poursuit le développement, mais attention, essayez d'harmoniser tout ça. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, vous parliez des échanges qu'il y a eu hier. Monsieur Bonin a évoqué la politisation de la démarche. Alors, il parlait aussi d'une question de transparence dans cette démarche-là. Il a demandé à ce que la consultation soit rendue publique. Premièrement, qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Et puis, deuxièmement, pour quelles raisons elle n'est pas publique? Bon, alors, tout va être rendu public. Là, tous les éléments qui ont pu servir, nous autres, ça va nous faire plaisir de rendre ça public avec grand plaisir. On n'a pas de cachette à faire. L'élément, c'est que hier, la déclaration qui a été faite, elle est très grave parce qu'au fond, c'est comme si on disait, ah, c'est votre programme politique. Nous, on aura le nôtre, vous avez le vôtre. Bien, je m'excuse, ça n'a pas rapport. Parce que quand vous êtes autour d'une table du conseil municipal, vous n'êtes pas là au nom d'un parti politique, vous êtes là pour représenter l'ensemble de la population. Moi, comme maire à la ville de Lévis, je représente l'ensemble de la population. Je ne représente pas Lévis Force 10. Bien sûr, nous, on a un programme à réaliser, mais cela étant dit, dire que 4400 citoyens, 400 étudiants, 150 entreprises et 450 employés ont mis énormément d'énergie pour dire voici comment on voit notre ville, venir dire c'est un programme d'un parti politique, c'est un peu bizarre. Alors, c'est juste ça que je veux dire. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais en réalité, il faut le dire, c'est complètement faux, parce que c'est vraiment une approche qui est descendue, qui est partie de la base. Et c'est même, je vous le dis là, franchement, c'est même notre directeur général, M. Lafaux, qui est maintenant quitté, qui nous a proposé d'ajouter cet élément de vision. Alors, lui, c'est devenu comme un élément important en disant, on a des belles politiques en environnement, en culture, etc., mais si on essayait de dégager autour de ça une vision. Donc, il faut savoir que c'est une vision qui vient vraiment de la base. Maintenant, à partir de cette vision-là, là où M. Bonin peut avoir raison, c'est qu'à partir de cette vision-là, qui est commune à la ville, bien là, dans le cadre d'une campagne électorale, les partis politiques peuvent dire, bien, moi, compte tenu de cette vision-là, je sais maintenant quelles sont les orientations que les citoyens souhaitent voir à la ville. Alors là, les gens peuvent faire des choix dans les priorités qu'ils souhaitent mettre de l'avant, ce qui est différent. Vous voyez, c'est deux choses totalement différentes.
Je vous donne un exemple. Moi, si je suis présent à la prochaine campagne électorale, ben, je vais partir de la vision, puis je vais dire, ah, ça, les citoyens, ça les intéresse, et là, je vais monter un programme politique. Me suivez-vous en fonction de ça? Alors là, c'est tout à fait légitime qu'un parti politique ait un programme. Mais là, on n'est pas là, là. On n'est pas... Alors, hier, c'est parce que l'accusation était grave, on nous disait, c'est votre programme politique. C'est complètement faux, là. C'est vraiment parce que sinon, le directeur général ne sera pas avec moi, ni la directrice générale adjointe, parce que eux, ils me diraient, on n'embarque pas dans des patentes politiques comme ça, avec raison. Donc, c'est vraiment un mouvement qui est venu des 4400 citoyens, des étudiants, des entreprises et également des employés qui ont été rencontrés. Et là, il y a une vision qui a été dégagée. Maintenant, est-ce que cette vision-là peut être révisée si jamais un nouveau conseil était là? Bien, certainement qu'il peut y avoir des éléments qui pourraient être visés. Mais à ce moment-là, il faut se dire que si on le fait, bien, il faut savoir que faut pas heurter non plus la population dans sa volonté. Alors ça donne une bonne idée de la volonté de la population, puis du milieu, puis du personnel de la ville. Mais c'est sûr que c'est pas une science exacte non plus à 100%. Mais c'est surtout pas un programme politique, là. Est-ce que c'est l'ensemble de la démarche, les questions, les commentaires qui va être rendu public? Et on va regarder ça, là. On va regarder ça avec nos gens à un moment donné. Là, nous, on n'a pas d'objection à rendre accessibles certains éléments essentiels qui ont été amenés, qui ont servi d'intrant. Alors maintenant, je vais laisser le soin à mes gens de me faire les recommandations là-dessus. Il y a certaines données qui sont... l'objectif, c'est quand on consulte aussi, puis qu'on demande aux citoyens de faites-nous confiance, exprimez-vous. Il y a des bases de données à quelque part que peut-être que c'est un peu indiscret de venir transmettre comme ça, mais ça aide pas à la compréhension. On a fait toute l'amalgame de tout ce qui est sorti de ça, là. Puis c'est pas nous, en fait, c'est Raymond Chabot de Grant Thornton qui l'a fait pour dire qu'est-ce qui ressort de l'essence de ces consultations-là. Puis sur la base de cette information-là, nous, on n'a pas été regarder le tableau Excel avec 250 colonnes puis 58 000 rangées. Là. On n'a pas regardé ça. Grant Thornton, Raymond Chabot a pris tout ça et a fait la démarche de consolider l'information. Et celle-là, on n'est pas gêné de la transmettre, là. C'est ça. Il n'y aura pas de problème, mais vous allez comprendre qu'on ne commencera pas à rendre public les commentaires personnels ou des commentaires que les gens peuvent émettre, parce que ça, il faut protéger ça un peu, là, mais inquiétez-vous pas, là, on va rendre l'information disponible le plus possible, mais sachez que c'est vraiment une démarche, et dont je suis très fier d'ailleurs, qui est une démarche ville avec un grand V. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. On va aller maintenant en ligne, aux journalistes en ligne. Est-ce que vous avez des questions? Y avait-il une autre question? Monsieur, dame? Hein? Ah. Oui, on va aller en ligne maintenant. Est-ce qu'il y a des journalistes qui ont des questions en ligne? Ça va comme ça? Donc, on va revenir à la salle. Merci. Ça aura valu la peine. Hier, c'est ça, je vais faire un peu de pouce là, sur la collègue. Hier, M. Bonin parlait d'un résultat de sondage avec un taux de satisfaction de 62 %. De quoi il parlait exactement? Bien, c'est-à-dire que dans le cadre des consultations qu'ils ont faites, il y a un sondage où les gens répondent sur une base volontaire. Un peu, je vais vous donner un exemple, là. Un peu comme les sondages que le gouvernement peut faire, où il dit aux gens, ceux qui veulent nous envoyer leur point de vue, on fait un sondage, puis exprimez-vous, envoyez-nous ça. Donc ça donne un certain nombre de résultats, mais l'avantage de ça, c'est que ça donne aussi une idée de ce que les gens souhaiteraient qu'on améliore. Parce que c'est ça l'objectif, parce que si on force pas le jeu, on n'aura pas l'impression des gens. Puis je vais vous donner un exemple. Vous le savez, vous êtes en journalisme, vous le faites souvent. Quand bien même que j'inviterais les gens à des soirées d'information ici à la salle du Conseil en disant « Hey, ce soir, mercredi soir à 19h, soyez ici puis venez donner votre opinion ». Vous le savez, ça ne marche plus comme ça aujourd'hui. Hein? Les gens ne se déplacent pas pour venir. Donc, il faut, par toutes sortes de moyens, tenter d'aller chercher ces éléments-là. Alors, donc, le processus de consultation, bien, il y a 4000 citoyens
donc, qui ont participé, évidemment, soit par des sondages, soit par des focus du groupe, soit par divers éléments. Et nous aussi, on peut recouper ça avec d'autres sondages que la Ville a déjà faits. Par exemple, nous, il y en a un annuel qu'on fait avec la firme Somme sur le niveau de satisfaction de l'ensemble des citoyens, mais cette fois-ci, c'est pour l'ensemble des citoyens. C'est pas juste des gens qui participent à une consultation. Alors, il y a plusieurs niveaux de consultation qu'on peut faire. Alors, ça, c'en est un. C'est des techniques, d'ailleurs, que Raymond Chabot utilise pour aller chercher le pouls de la population et qui sont agréées et qui fonctionnent bien. Puis cette grande consultation particulière-là, où on n'a pas vu les chiffres, là, puis ils ne sont pas dans la présentation, là, vous semblerait qu'il y a un taux de satisfaction de 62 %. Vous, comme maire, vous recevez ça comment? Ah ben c'est parfait dans les circonstances parce que c'est des gens qui nous proposent des améliorations. Donc, on espère qu'ils vont avoir quelques insatisfactions. Sinon, écoutez, je ne ferai pas de consultation, là. Alors, non, c'est dans la norme acceptable parce que c'est sur une base volontaire. C'est pas comme un sondage. Si je vais en sondage à Lévis, bien, notre cote monte à 75-80 % à peu près. Mettons que j'y vais là, avec Somme, où je prends 1022 répondants ou 1000, je pense que c'était 1100 répondants. Là, c'est toute la ville. Alors, même ceux qui ne participent pas à ce type d'exercice-là, alors, ben, ça peut monter. Mais c'est pas ça l'important. C'est normal qu'ils soient un petit peu plus critiques. Pardon? C'est normal, à votre avis, que ce soit un petit peu plus critique Oui, qu'un parce sondage scientifique, Somme? Oui, parce que là, c'est des gens qui lèvent la main volontairement. C'est pas toute la population. Vous voyez la différence entre les deux? C'est que si vous, par exemple, vous faites un sondage pour aller chercher l'opinion de la population sur, par exemple, est-ce que vous voyez que la Ville en fait assez pour l'environnement? Je donne un exemple fictif. Bien, vous allez aller chercher le pouls de l'ensemble de la population. La réponse va être différente. Ou si vous dites aux gens, sur une base volontaire, dites-nous si la Ville en fait assez pour l'environnement. Alors, vous avez des grosses chances de ne pas obtenir le même score, vous me suivez? Et c'est normal. Mais c'est pas grave, ça. L'idée, là, c'est que c'est pas... les sondages en soi, et ça sert juste d'intrants. Il y a plusieurs intrants qui après sont recoupés ensemble pour aller chercher la synthèse de tout ça. Puis hier, sur le document que M. Bonin brandissait, il était écrit « ne pas circuler ». Est-ce que ça va être possible de l'avoir quand même? Ah, ben moi, je n'ai pas l'objection. On va regarder ça, puis on va revenir rapidement. Aucun problème. Super. Aujourd'hui, idéalement. Ben, on ne sait pas si ça va être aujourd'hui, mais c'est sûr que ça va être rendu disponible. J'aimerais beaucoup ça que ça soit aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Carmichael. Donc, on serait rendu à la période de questions sur les autres sujets. S'il y avait d'autres sujets. D'autres sujets? Non, ça va. Au sujet de la taxe d'immatriculation, comment est-ce que ça s'insère dans les prochaines semaines, les prochains mois, par rapport à votre vision à vous? OK. Alors, la taxe sur l'immatriculation, disons que c'est un dossier, je vais vous le dire franchement, là, qu'on attend depuis longtemps un règlement. La CAQ a pris des engagements fermes. On est la seule société de transport. Là, ce qu'il faut expliquer, d'abord, ce qu'on découvre de plus en plus sur la taxe sur l'immatriculation, c'est que les gens dans l'ensemble pensent que la taxe d'immatriculation, c'est quelque chose de nouveau. Et non, il y en existe une à Lévis, puis il y en a un peu partout des taxes sur l'immatriculation, mais curieusement, je rencontre des citoyens qui disent « Ah, j'espère que vous n'introduirez pas une taxe sur l'immatriculation », sauf que peu de gens savent qu'à Lévis, puis à Québec, c'est la même chose, puis ailleurs, chaque fois qu'on paye pour nos immatriculations, il y a un 30 $ qui est donc chargé pour le transport collectif. Nous, on a une particularité, on est la seule société de transport à avoir ça, c'est qu'il y a la moitié des argents qui sont payés par les citoyens de la ville de Lévis qui s'en vont ailleurs, donc à Québec au RTC. Alors nous, ça fait longtemps qu'on tente de régler ça en faisant des démarches auprès des gouvernements, et le gouvernement l'a reconnu puisqu'ils nous ont compensé pendant un certain nombre d'années pour la perte financière qu'on avait, du 15 $. Mais ils nous compensaient de façon forfaitaire, ils nous donnaient la somme à laquelle on avait droit. Et là,
avant la campagne, là, c'était en 2018, avant 2018, souvenez-vous, M. Picard avait lui-même déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale réclamant la reconnaissance ou le fait qu'on corrige cette erreur-là qui fait que Lévis n'a pas l'usufruit du 30 $ des frais d'immatriculation. C'était censé se faire en 2021 parce que M. Bonnardel nous a envoyé une lettre comme ministre des Transports dans laquelle il disait « C'est réglé. J'ai maintenant, le Conseil du Trésor a décidé de régler ça. Là est arrivée la campagne électorale. Nous, on avait confiance. On s'est dit ça va se régler, mais c'est pas encore réglé. » Alors, la question est la suivante. C'est que pour nous, il n'est pas question d'ouvrir sur l'immatriculation avant qu'on ait récupéré ce 15 $-là. Alors, qu'on commence à nous donner notre 15 $ des frais d'immatriculation, et on verra. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, on est en train d'entreprendre une bataille. La résolution d'hier, qui a été adoptée aussi par la Société de transport de Lévis, signale une intention unanime du conseil municipal, parce que là, je ne pense pas qu'il y ait des gens hier qui ont voté contre au conseil, la résolution. Donc, il y a une volonté unanime de dire au gouvernement, respectez votre engagement. Donc, vous ne pouvez pas nous demander, parce que moi, si j'augmente la taxe sur l'immatriculation de 20 $, je vois-tu encore perdre un 10 $ qui va aller ailleurs? Il est fort probable que oui. Alors, on ne veut pas embarquer là-dedans. Nous, redonnez-nous le 15 $. Et ce 15 $-là, ben, le gouvernement a pris l'engagement. Alors là, on n'a pas été remboursé pour les années 2022, 2023, 2024. On n'a pas été remboursé, là. Donc, on traîne un déficit alors qu'il y a un engagement ferme du gouvernement, projet de loi déposé par M. Picard à l'Assemblée nationale. Évidemment, à l'époque, il n'était pas au pouvoir. C'est juste avant qu'il prenne le pouvoir. La motion a été battue à l'Assemblée nationale, vous comprendrez. Mais après ça, ils ont pris des engagements fermes de régler ça. Et là, on a 2 ministres à Lévis. Donc, on ne peut pas croire que ça ne pourra pas se régler à un moment donné, cette affaire-là. Mais on ne peut pas penser que les citoyens vont tolérer longtemps que ce 30 $-là ne revienne pas chez nous. On est la seule société de transport qui a cette particularité-là. Merci. 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 Prochaine question. Sur le même sujet, dans la résolution qui a été adoptée hier, vous mentionnez que ce manque à gagner-là prive ainsi les citoyens de la ville d'une offre de service à la hauteur de leurs attentes. Et que si jamais vous ne devez pas le retrouver, ces 15 $-là, sera contraint de réduire son offre de service et une offre d'impôt de financement. Ben, écoutez... Est-ce que puis là, ça fait des années, puis je ne vous l'apprendrai pas, que Lévis est critiqué pour son service de transport ça fait pas loin de 20 millions de dollars qu'on perd, là, si tu le cumules, là. C'est énorme. C'est énorme ce dont ça nous prive, alors que nous, on augmente notre quote-part, puis je peux le dire avec grande fierté, on était un peu les cancres dans le transport collectif, et maintenant, on est rendu à la moyenne des villes comparables. Puis en plus, on fait des voies réservées, 144 millions d'investissements, tu sais, c'est du jamais vu à Lévis. Alors donc, ça va bien, puis on veut que ça continue. Mais là, on veut corriger cette erreur historique. Puis en plus, il y a un engagement ferme du gouvernement de le régler. Qui plus est, on a une lettre de M. Bonnardel qui nous dit c'est réglé et je vais procéder d'ici la fin de l'année 2021. Il n'y a rien de fait encore. Alors, il est là le problème. Mais honnêtement, là où vous avez raison, c'est que c'est sûr que nous, si on n'a pas réglé cette affaire-là, est-ce que ça va finir par affecter les services? Certainement. Est-ce que vous avez une idée de comment? Ah bon, je ne sais pas encore, là, on va voir, mais c'est sûr que nous, ça a pour objet d'augmenter notre déficit, c'est sûr. Et là, ça n'a rien à voir. Un autre mise au point que je veux ajouter, c'est que cette demande-là n'a rien à voir avec le débat qui a cours. Est-ce qu'on doit en donner plus pour le transport en commun? Là? Nous autres, ça, c'est un contentieux qui était là avant que le débat arrive là, sur l'efficacité. Puis nous, sur l'efficience de notre société, ben, on n'a pas peur de le dire. C'est probablement une des sociétés dont la gestion est ça me fait pas peur sur la gestion de la STL. Mais cela étant dit, je veux quand même faire la mise au point que notre bataille sur le fonds d'immatriculation n'a rien à voir avec est-ce que le gouvernement doit couvrir les déficits ou pas. Là. Comprenez-vous l'idée? Ça n'a rien à voir. C'est vraiment un vieux contentieux. On veut récupérer ça. Ça fait longtemps que ça traîne et parce que là, j'ai même des gens qui mélangent ça un peu. Là. Non, j'ai dit ça n'a rien à voir. C'est une autre affaire.
C'est dans ce sens-là. En ce moment, cette somme-là est versée au RTC. Le Oui, exactement. est versé au RTC. Ils font déjà des déficits. Je ne serais pas particulièrement emballé à l'idée de se faire retirer ces sommes-là, j'imagine. Là. Non, en fait. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait vous financer cette somme-là et à vous et au RTC? Il devrait retirer cette somme-là au RTC? En fait, l'intention du gouvernement, c'était de ne pas le faire sur le dos du RTC, puis on était d'accord avec ça. C'est que c'est une affaire à part. On n'est pas obligé d'enlever de l'argent à un pour compenser l'autre. C'est une erreur qu'il faut corriger. Alors, on dit au gouvernement, corrigez-les, un point, c'est tout. C'est... oui, alors là, ils le regarderont comme ils veulent, mais nous, on est... Et d'ailleurs, M. Marchand est d'accord que nous, on tente de récupérer notre 15 $, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr qu'eux autres, ils ne veulent pas que ça vienne affecter leur déficit. Mais au fond, c'est une histoire d'1,3 million là, à régler. Alors, c'est sûr que vous allez comprendre que les citoyens de Lévis ont le droit d'avoir ce retour-là sur les matriculations. Et c'est la raison pour laquelle on va entreprendre une campagne d'information pour que les gens comprennent bien qu'ils paient 30 $, mais qu'ils n'ont que la moitié qui va au transport en commun à Lévis. On va avoir même, on envisage même des panneaux sur les bus pour dire aux gens, expliquer vraiment là, que ça n'a pas d'allure. Et moi, s'il n'y avait pas eu d'engagement du gouvernement, je dirais rien. Mais là, on nous a comme dit à la dernière campagne électorale, parlez-en pas trop, on va vous régler ça après la campagne. Puis on avait même une belle lettre de M. Bonnardel qui disait non, inquiétez-vous pas, parlez pas trop du fonds d'immatriculation pendant la campagne, on va vous le régler. On a eu une lettre qui disait que oui, on va le régler. Donc, ça a même été discuté au Conseil du Trésor. On peut vous la donner, la lettre, on l'a. Ça vous fait... Oui, on peut l'envoyer. Alexandre va vous envoyer la lettre qu'on avait eue de M. Bonnardel avec grand plaisir et qui démontrait que l'intention était ferme de régler ça. Mais c'est toujours pas réglé. On ne sait pas encore, on va se réunir, là, on va commencer à regarder ça, là, mais c'est sûr qu'on va déployer quelque chose comme... Est-ce que ça va être sur les autobus? C'est moi qui vous dis ça, là, tu sais. On va laisser nos spécialistes travailler, mais moi, je trouve que ça serait une bonne idée. Alors, donc, voilà, mais on va laisser nos spécialistes travailler un peu là-dessus. Mais c'est une vieille revendication, mais je suis sûr que mon directeur de cabinet, M. Alexandre, va vous envoyer avec grand plaisir la lettre que M. Bonnardel nous avait envoyée en 2021. Merci beaucoup pour vos questions. Merci. Donc, c'est ce qui conclut la conférence de presse. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une excellente journée. Merci.